Bonjour à tous. Mon nom est François Borrelli. Je suis le PDG de Numana. Numana est impliqué dans le quantique, donc d'où ma présence sur la scène aujourd'hui, qui est le quantique et la cybersécurité. Nous avons avec nous aujourd'hui trois panélistes, M. André Gatolin, Jean-Loup Leroux et Ray Ashikar. Je vais leur demander de se présenter eux-mêmes. C'est plus efficace et souvent plus précis que lorsque le présentateur va le faire. Si possible, nous aurons une petite période de questions à la fin, dépendamment du temps du panel. Donc, Ray, en passant, les questions seront en anglais. Les réponses vont être en anglais et en français. Donc, question de vous en aviser. Donc, Ray, if you want to introduce yourself a bit, thank you. Okay, good evening. Can you guys hear me? Very nice. I am Ray Harishankar. I keep hearing myself in English that's not a good thing. I'm an IBM fellow and I'm from the research division of IBM. I have academic background in physics, quantum mechanics to be a little precise, and computer science. And I also have some recent coursework in quantum computing from MIT. I have a lot of experience in complex IT architectures. That's where I spent most of my time working with clients like you, with most experience in financial services, banking, and retail. I am thrilled to be here. I am honored to be part of this distinguished panel here, and I hope I can add some value. At the end of this session, I'll also be available at our booth. I think it is 814. So please feel free to visit me and we can have a one-on-one dialogue. Again, thanks for the opportunity. Alors bonjour à tous, moi c'est Jean-Loup Leroux. Je suis ingénieur de formation, ingénieur français de formation. Ça fait plus de 12 ans que je suis au Québec. Je suis passé dans mes premières expériences par le secteur gouvernemental, le secteur de la défense, la diplomatie. Et puis ensuite, j'ai commencé une aventure dans le conseil en cybersécurité. Et donc, ça fait de nombreuses années que j'évolue dans ce domaine-là. Ce qui m'a donné l'occasion très récemment de cofonder le premier cabinet juridique, donc le premier bureau d'avocats, entièrement dédié aux questions de cybersécurité, de vie privée, de gouvernance de données. Donc, le cabinet s'appelle Henry et Wolff. Et donc, grâce à ce nouveau véhicule, on est capable de donner du service, autant du service juridique que du service technologique à des compagnies petites et grandes. Donc ça part vraiment du petit start-up avec 5 personnes jusqu'à des multinationales donc, dans tout type d'industrie, donc medtech, fintech et bien d'autres. Et donc on les guide sur les aspects juridiques, toutes les régulations, toutes les nouvelles lois qui sont en train d'arriver sur le paysage, et on les guide également sur des aspects plus traditionnels et technologiques de cybersécurité. Donc je vais pouvoir vous donner moi une forme d'éclairage sur l'aspect techno également, peut-être sur d'autres aspects qu'on va regarder de point de vue de conformité. Et je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous, vraiment très, très honoré également. Merci beaucoup. Merci Jean-Loup. André? Oui, bonjour, je suis André Gatolin, alors je suis le candide du panel, je suis sénateur français des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est à l'ouest de Paris, c'est notamment le centre d'affaires de la Défense. Donc au moins, on a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'argent, ça aide un petit peu. Je suis élu depuis 11 ans et on me demande toujours pourquoi tu t'intéresses à ces questions de numérique, de cybersécurité, aujourd'hui d'intelligence artificielle ou de quantique. Je dis simplement, quand je suis arrivé, j'ai un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Par ailleurs, j'enseigne à l'université, mais plutôt dans le domaine des contenus plus que des technologies. Et comme personne ne voulait s'en occuper, parce que se coltiner des revues, même de vulgarisation scientifique et technologique, c'est difficile dans la classe politique qui a beaucoup de retard par rapport à ces questions. Et je crois que c'est un des vrais enjeux qu'on a, c'est-à-dire ceux qui font la loi, ceux qui sont là pour réguler, ceux qui sont là pour légiférer, ont souvent un vrai problème d'implication. Et sur en gros presque 1 millier de parlementaires français, députés ou sénateurs, on doit être au maximum une petite dizaine
à s'intéresser à ces questions et c'est bien dommage. Et je suis très content d'être là parce que bon, j'ai eu la chance de participer au FIC à Lille. J'étais là aussi au printemps lorsqu'il y a eu la première session. Alors je suis un peu franco-canadien parce que j'ai femme et enfants ici. Donc c'est un plaisir pour moi également d'être parmi vous. Mais n'attendez pas de grandes démonstrations technologiques. Vous aurez plus le point de vue d'un politique et d'un néophyte. Merci, André. So we'll kick off the discussion with the first question, which is the basic one, actually. What is quantum computing and its impact on modern cryptography? I will ask Ray to maybe start I won't say the debate, but the explanation. Thanks. Happy to get into a debate anytime. You know, that's what makes it exciting. But let me start from the basics. So quantum computing is an entirely new paradigm of computing. We are all familiar with the classical computing, as we call it, where we have bits, and bits have a value of 0 and 1, the fundamental unit of expression of information, if you will. Whereas in quantum, you have 0, 1, and a combination of 0 and 1, or a superposition of 0 and 1. So that's one difference. What that means is that if you have what we call, qubits, right? Bits in the classical system, qubits in the quantum system. If you have qubits, and if you had 5 qubits, it will take 2 to the power of 5 bits to represent the same value. So you can think about it as, as the size of qubits increases, our ability to represent information that could not be represented by by classical computers becomes a reality, right? That's number one. And you may say, okay, so what? This quantum computer or quantum computing does not solve all of your problems. It is not going to solve a CRM or a payroll or a billing issue. However, there are certain types of problems that quantum is very good at solving. Optimization problems, a sparse matrix searching problem, a numeric factorization problem, right? Now, when it comes to this number factorization, hold on that thought for a minute, because let me pause there and then talk about cryptography, and then I'll connect the two. Cryptography typically falls under two types, right? Either symmetric or asymmetric. Asymmetric cryptography uses problems like factorization as its underpinning, right? So the fact that we cannot factorize an RSA 2048, which is a standard security protocol, and RSA 2048 translates into a 616-digit number. You cannot find factors of that using classical computers, even if you tried for hundreds of years. However, with quantum computer, and with the advent of Shor's algorithm, Peter Shor, a professor in MIT in 1994, came up with this nice algorithm for prime factorization. So that, when applied on a sufficiently scalable and mature quantum computer, can solve integer factorization or prime factorization, again, the underpinning of crypto. Now you connect the two, you will find that most modern asymmetric cryptography that is currently being used is most likely to be broken when a quantum computer of sufficient scale and maturity becomes available. That is the connection between quantum computing and cryptography. I guess that was pretty clear. Anyone else want to add something else, or we jump to the second question? Second question is kind of easy, and why should we care now? Jean-Loup, maybe you can start with that one. Avec plaisir. Alors, comme Ray vient de, mettre la table par rapport à ce sujet-là, évidemment, c'est un sujet qui est très technique et qui se base sur de la mathématique, qui se base sur une force de travail au niveau scientifique pour être capable d'arriver à construire ces systèmes de calcul quantique. Et il faut comprendre qu'on a ce qu'on appelle des algorithmes, donc des machines mathématiques qu'on utilise dans notre quotidien. On a énormément
d'algorithmes en fait qui font déjà partie de notre quotidien dans toutes sortes de choses. On en a dans nos cellulaires, on en a quand on fait des paiements. C'est des algorithmes qui protègent votre information quand vous transigez avec des services en ligne et que vous envoyez vos informations de santé. Bref, la crypto, en fait, elle est vraiment partout dans notre quotidien. Donc, dès qu'on parle de potentiellement avoir des failles, des vulnérabilités des algorithmes existants, ça devient un sujet très important. Ça devient un sujet avec des conséquences qui vont être très, très intéressantes. Alors, on a évidemment tout l'aspect scientifique, mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que ça va changer pour les gens au quotidien. Ça veut dire que potentiellement, on va avoir des outils qu'on utilisait avant pour se protéger qui vont devenir caduques, qui vont cesser de fonctionner. Parce qu'on va avoir cette formidable puissance de calcul qui va être à notre disposition. Alors on va revenir avec, disons, peut-être les aspects de qui va avoir accès à ce type de technologie-là, et puis les conséquences. Il y a des aspects peut-être même géopolitiques qu'on va pouvoir discuter ensuite. Mais donc, c'est ça la réalité des choses. C'est une révolution au sens calculatoire et au sens de qu'est-ce qu'on va pouvoir casser, disons, briser comme type de protection qui existait par le passé pour protéger de l'information. Et donc, évidemment, dans l'autre sens, ça va nous servir aussi avec de nouveaux types d'algorithmes, donc avec de nouvelles manières de protéger l'information. Ça va nous servir à finalement essayer de régler le problème. Là aussi, on va pouvoir parler des différents nouveaux algorithmes qui sont supposément résistants à une ère de post-quantique. Donc ce qu'on appelle le post-quantique, c'est une fois qu'on va avoir cette technologie-là qui va être facilement disponible, commercialement disponible, mais là il va falloir se poser la question de ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour protéger l'information, parce que notre information personnelle, notre information financière, elle se balade partout et on est très intéressé à la protéger adéquatement. Ray, you want to add to this? Yeah, happy to add. As Jean-Luc pointed out, crypto is very pervasive. It's everywhere. The emails you send, the Zoom conferences you participate in, the financial information, as you pointed out, that companies exchange, is all based on the fact that it'll get from point A to point B in a trusted manner that nobody can decrypt or break into, right? And that fundamental trust is broken. But still you may say, wait a minute, why now? Yeah, right? That is the question. Why do I have to be worried about it now? Let me lay out in 2 or 3 points, and then you will see why there is a sense of urgency now. The first is, if you look at the security infrastructure that exists within an enterprise today, that has grown over a period of 10, 20, 30 years sometimes, and it is an aggregation of homegrown software, packaged software that you buy, third-party packages that you consume, so on and so forth, right? So essentially, it is a complex environment. And now here we are saying the cryptography that has to be replaced. First, you don't even know where all crypto is being used, right? It's somewhat the fear of the unknown. You cannot correct what you really don't know. So you got to go figure out. And so the companies that we talk to, for example, are still, some of them are working on moving up from SHA-1 to SHA-2, right? Simple hash algorithm 1 to simple hash algorithm 2. And it has taken them 7 years to get that done. So my point is the current security infrastructure is complex and requires a lot of time, a lot of lead time to fix. That's number one. The second is, if you really think about how long it takes, for example, to change the crypto within an embedded device. Take your car, for example. You can look at a car as a fast-moving IoT device because the cars have so many things in them that are encrypted. You don't want them to be decrypted or broken into, right? Now, for a car manufacturer, it'll take them 5 to 7 years to put something into the production line and roll it out and test it and make it available. So if you think that a quantum computer is going to be available in the next 10 years, you got to start now. And let me make a very last point, which is around data.
At the end of the day, everything comes down to data. Data has to be secure, and data has to be stored in a secure way, transmitted in a secure way, and used in a secure way during compute. We talk about data at rest, data in motion, and data in compute, so it has to be secure all the way. Now, the interesting point here is there is this challenge that people are calling now HNDL, HNDL. Harvest now, decrypt later. So if you stop and think about it, if someone can get hold of your data today, encrypted data, they won't be able to decrypt it today. So you cannot say, oh, they can't decrypt it, so I'm good. But they will sit on that data for 10 years, 15 years, whatever time it takes for a sufficiently scalable and mature quantum computer to be available where they can decrypt it. And many of the drug discovery information, many of the healthcare information, many of the, SEC filings, you can go on and on. These are secure information that needs to be secure for 10, 15, 20 years. That is what the problem is, right? So the urgency comes in not because you're going to have a quantum computer show up tomorrow, but it is because people are already downloading the data today so that they can decrypt it and figure out what goodies they got out of that tomorrow. Oui. André? Oui. C'est bon, merci. Oui, je voulais profiter de la présence de Ray pour lui poser une question. J'ai la chance, en tant que parlementaire, de bien m'entendre avec mes collègues nord-américains. Et il y a à peu près 3 ans, j'ai participé à une conférence fermée des systèmes de sécurité, de réflexion sur justement la cryptographie post-quantique du Congrès américain. Et tout un tas de chercheurs sont venus nous présenter un certain nombre de perspectives sur l'évolution de l'informatique quantique et celle de la cryptographie post-quantique. Et ça faisait apparaître que, alors selon les experts, entre 2025 et 2030 ou entre 2027 et 2032, il risquait d'y avoir un gap entre la capacité de mettre à jour sur les bases d'instruments de cryptographie post-quantique, je dirais, les systèmes les plus stratégiques, depuis ceux pour la sécurité de l'État jusqu'à celui des grandes entreprises. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans les sciences des technologies le temps de la performation, c'est-à-dire entre le moment où une technologie apparaît et un moment où on est en mesure de l'appliquer et de la systématiser dans une logique humaine ou économico-humaine. Est-ce que cette période de risque qu'on situerait entre 2025 et 2032, qui avait été relevée il y a 3 ans par la Rand Corporation ou d'autres, est-ce que vous confirmez qu'on a ce risque-là d'après votre expertise? I couldn't hear all of that, but because there was French and English being mixed up in my ear. But I think the question is, can I confirm that we are going to have a quantum computer viable in 2030, 2032 timeframe? So here's how we look at this. And even though IBM is one of the, quantum computing computer manufacturers. And oh, by the way, I think we have a quantum computer agreement with Sherbrooke University that is yes, we do. Here. Yes, we do. So, yes. So go Sherbrooke, right? No, we are happy to extend the network to include them. That's awesome. But we don't speculate on when it is going to be available, but we have published a roadmap that we have been, happy to inform that we are achieving all the milestones. But I will quote 2 or 3 external studies, independent studies, that are also sort of confirming that time frame. There was a World Economic Forum study with EY that was published that looked at 2030 and 2035 and called that the danger zone. There is, again, Michel Mosca from the Waterloo University. He's a proponent and an expert in this space. He says there's a 1 in 2 chance, 50-50 chance that RSA can be broken by 2031.
and then NIST also calls out the same time frame. And in the United States, National Security Agency has issued guidelines for that their vendors need to be compliant by 2030, 2032. So all of them are hovering around exactly that time frame. So I know that this is not like Y2K when the clock switches, but the time seems to be, hovering around that. And let me make one final point, and then I'll keep quiet, because I'm trying to scare you, right? That this is the world is coming down, the world's on fire. While I scare you like that and say you got to watch out your data today, there is also a solution in space, right? We, NIST in North America had conducted a competition to find out what best algorithms can be there that cannot be broken by quantum computer and the classical computer. And to make a long story short, starting from 2016 to 2022, they looked at 82 algorithms and selected 4 for defining their standards around that. And I'm proud to say that 3 of them are from IBM, developed in collaboration with academia and industry partners. But the point is, there are solutions available, right? And so that is a good thing. That there are solutions coming up, and I know that Jean-Luc, earlier you talked about the fact that we need to be improving our algorithms and making them better. So there is a starting point, right? And then we can get better from there. Peut-être une. Go ahead. Yeah, sure. We have time. Ok, parfait. We're Rebondir the sur last le. panel of the day, so. Oh, we have plenty of time. Ok. Donc peut-être rebondir sur ce qu'avait mentionné Ray pour comprendre un peu un aspect plus au niveau gouvernemental et au niveau de tout ce qui est service de renseignement. C'est que la NSA, la National Security Agency américaine, qui est l'agence qui en fait c'est le plus grand employeur de mathématiciens au monde, juste pour donner l'ordre de grandeur. Donc évidemment, un énorme intérêt à avoir disons la primeur sur l'aspect du quantique. Non seulement pour la protection des intérêts nationaux américains, mais aussi beaucoup pour être au courant de ce qui se passe dans la planète. Et donc c'est une anecdote, mais ça vient, disons, supporter la NSA construit des data centers aux États-Unis. Ils sont en train de remplir de données qu'ils ne peuvent actuellement pas déchiffrer. Donc il y a une aspiration de données sur le web, tout simplement, qui est rentrée dans des disques durs et storée par la NSA, et qu'ils sont incapables, ou supposément incapables, de déchiffrer à ce jour-là. Donc il y a des grands intérêts au niveau commercial et au niveau politique et géopolitique autour de cette technologie-là. Et peut-être ce qu'on peut mentionner, c'est que on est peut-être sur une technologie qu'on pourrait appeler une technologie à double usage, à usage dual, dans le sens que c'est tellement une révolution que, très bien, l'aspect commercial, on comprend, les compagnies privées vont avoir un intérêt pour la technologie, ont des besoins de protéger l'information, font face à des obligations de conformité, des régulations, des lois, ça on le comprend très très bien. Mais il y a aussi tout un volet, disons, militaire et gouvernemental qui est extrêmement intéressant et très important également. Donc peut-être qu'on peut estimer qu'on va avoir certaines formes de régulation qui vont peut-être s'appliquer à ce type de technologie, tant l'importance du calcul post-quantique est une révolution. Voilà. Et donc, en termes de contrôle des exportations, évidemment, on peut dérouler ensuite un petit peu plus. Il y a des lois qu'il faut observer, évidemment. C'est quelque chose qui est classique. Si on parle d'aéronautique, par exemple, les contrôles à l'exportation, on peut avoir certains équipements qui sont contrôlés, on doit se soumettre à des régulations spécifiques. Peut-être qu'on va avoir ça dans le secteur des technologies quantiques, des algorithmes post-quantiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour rebondir sur le point du NIST, dans le monde de la cybersécurité, on adore les standards. On adore avoir des cadres de conformité, des cadres de gouvernance, des catalogues de contrôle. On adore avoir ça parce que ça nous permet de l'implanter dans les différentes organisations et de faire monter ces organisations en maturité. Évidemment, le NIST, c'est une très bonne source d'information.
tout ce qui a rapport avec la cybersécurité. Il y a énormément de publications du NIST qui sont utilisées. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'instant que le NIST a publié, disons, les résultats de ce concours, finalement, sur les algorithmes supposément robustes et solides par rapport au calcul quantique, on a eu dans les quelques mois qui ont suivi des doutes qui ont été émis par certains mathématiciens sur la solidité de ces algorithmes qui avaient été sélectionnés. Donc on voit que c'est vraiment un sujet qui est pas simple, qui nécessite ces multi-compétences, parce qu'on a de la mathématique, on a de la sécurité, on a de l'algorithmique. Donc c'est vraiment un sujet qui n'est pas simple à aborder. Et même des agences aussi sérieuses et prestigieuses que le NIST semblent parfois peut-être avoir encore un peu des difficultés à guider le secteur public et le secteur privé sur le bon chemin. Thank you, gentlemen. So I'll switch question because we're in the topic of the question following the one I was supposed to ask you guys. But I'm looking at the audience. I don't know if all of you remember the Y2K era, but if some do, there were some legal compliances around that and all. You know, there was some pressure for companies to be compliant. What's your views on the Y2Q impact on the legal landscape and the political landscape of this, you know, the quantum and the challenges that companies will face, and they might need some compliances. So it's the open discussion. It's whoever wants to. André, I'll let you start. Ok, je vais commencer. Effectivement, je suis le législateur formellement, mais concernant l'informatique quantique, je pense qu'on aurait bien des problèmes, et dans la suite de ce qu'a dit Jean-Loup, de réguler. Parce qu'on connaît très mal l'objet, on peut tenter de normer, mais là encore, comme on est dans un objet évolutif qu'on connaît très mal, et puis, est-ce qu'on peut normer un algorithme ? Moi, j'ai quelques sujets à ce propos. J'ai une petite formation de statisticien. Je vois les limites qu'on atteint aujourd'hui, d'ailleurs dans l'analyse et dans la capacité d'interprétation. Que peut faire le politique alors ? Moi, je crois qu'en l'occurrence, il y a trois possibilités. La première, déjà, et c'est insuffisant au sein de la société, au sein des décideurs économiques et politiques eux-mêmes, comme je le disais au début de ma présentation, il faut sensibiliser et former. On a besoin aujourd'hui de compétences qui sont des compétences complexes. Là, ceci, des gens qui ont une compétence très forte en ingénierie informatique, parfois en physique, et en plus une spécialisation dès lors qu'on va appliquer, je dirais, l'informatique quantique à un domaine, celui des finances, celui de la recherche médicale ou pharmaceutique. Donc, ça va rendre ces personnes-là extrêmement précieuses. Et là, j'arriverai au troisième point. Le deuxième point, surtout, c'est encourager et financer. En France, pour une fois, on n'a pas trop de retard. Donc, on a lancé il y a un peu plus d'un an un plan quantique doté d'1,8 milliard d'euros, ce qui est assez considérable quand on compare. J'ai vu des très bons tableaux produits par la société de François en comparatif international. Alors, c'est vrai que la Chine investit plus de 10 milliards d'euros à très court terme dans le quantique, les États-Unis aussi, mais quand on regarde les pays européens, commence à avoir une prise de décision en espérant d'ailleurs d'avoir quelque chose de relativement coordonné. Et puis le troisième point, où là, effectivement, le politique peut intervenir, c'est celui de protéger et celui de garantir des formes de souveraineté. Mais là aussi, Jean-Loup a déjà évoqué cette question-là, c'est-à-dire il faudra protéger, je parlais de nos compétences particulières. Moi, je suis l'auteur l'an passé d'un rapport qui a fait pas mal de bruit en France sur les ingérences et les influences extra-étatiques dans le monde universitaire et dans le monde de la recherche, et notamment les moyens déployés par la Chine pour capter, détourner des talents, des très hauts talents qui sont identifiés, ce que nous-mêmes, au sein de l'université ou de la recherche française, nous avons du mal à identifier. D'autres acteurs extérieurs ont très clairement identifié et misé très amont sur des jeunes talents ou des talents en devenir. Protéger cela, protéger aussi toutes les capacités et les instruments que nous allons développer, les technologies, donc tout ce qui est le contrôle
des investissements sans tomber dans des systèmes fermés, parce que nous sommes dans un monde d'échange, d'économie ouverte. Il va falloir quand même rationaliser entre les usages qui auront des fins à la fois défensives pour notre propre société, mais aussi de développement économique et d'amélioration du bien-être de nos concitoyens, de ce qui pourrait être utilisé contre nous-mêmes. C'est-à-dire, comme toute technologie, elle est par nature duale, pas simplement parce qu'elle est civile et militaire, mais parce qu'elle est à notre service et qu'elle peut aussi, dans de mauvaises mains, se retourner contre nous. Et là, le rôle du politique, il est peut-être plus là que dans la régulation, c'est donner des cadres de protection. Et je suis désolé de le dire, on a maintenant deux mondes, peut-être trois, un monde autoritaire et menaçant et un monde démocratique. Et puis, à côté de ça, des pays en développement qu'il faudra accompagner dans ces technologies pour leur permettre d'en tirer le meilleur et pas simplement un instrument potentiel de destruction ou de disruption négative de leur environnement ou de l'environnement de leurs voisins. Voilà, compliqué pour un politique de dire c'est pas à travers une loi belle, formelle, nationale ou une collection de lois nationales que nous pourrons réguler quelque chose qui, à mon avis, n'est pas en mesure d'être régulé par la loi aujourd'hui. Un petit commentaire à ce sujet-là, c'est vrai que on est dans le monde de l'intangible, dans le sens que on est dans le code, on est dans les algorithmes, on est dans la mathématique, ces choses-là. Donc d'un point de vue, même d'un point de vue régulation, ça peut être compliqué, hein, dans le sens que est-ce qu'on a envie d'avoir, par exemple, des algorithmes qui sont des boîtes noires qu'on ne connaît pas, disons, et auxquelles on doit faire confiance? À ce moment-là, ça revient à faire confiance à l'auteur de l'algorithme en question, donc l'organisation ou le pays qui est en arrière. D'un point de vue de protection de ces savoirs-là, c'est un petit peu compliqué parce que l'algorithme, c'est du code, c'est des équations, c'est des mathématiques, donc c'est pas quelque chose qui va se breveter facilement. Donc si on ne peut pas se protéger via des brevets, on va se protéger encore une fois en disant c'est de la propriété intellectuelle, donc c'est une boîte noire, touche pas à ça, c'est protégé, c'est ma propriété. Donc en ce moment-là, on va retrouver des algorithmes qui sont offerts sous forme de licence peut-être autant à des organisations privées qu'à des gouvernements. Donc c'est un sujet qui est vraiment pas simple. On veut avoir une souveraineté parce qu'on veut avoir le contrôle, disons, sur ces algorithmes-là et être en confiance. En fait, Ray avait parlé beaucoup du thème de la confiance au début. On a besoin d'avoir la confiance. On a besoin d'avoir la confiance dans les gouvernements, dans la manière dont ils protègent les données des citoyens. Les utilisateurs d'un système ont besoin d'avoir confiance dans le prestataire qui leur rend le service, qui protège leurs données. Donc c'est vraiment très, très axé sur c'est ça, la notion de confiance. Et pour ajouter sur ce qu'on vient de raconter par rapport au secteur universitaire, je pense que le secteur universitaire est évidemment central dans le sens qu'il y a de la recherche fondamentale qui est associée au secteur de la crypto post-quantique. Mais le problème du secteur universitaire, c'est que par rapport à toutes ces questions de sécurité et de protection du savoir, c'est très permissif. On n'est pas du tout dans un environnement d'une compagnie privée qui va être capable d'appliquer des politiques, de faire de la ségrégation des accès, de la ségrégation de l'accès à l'information. Par définition, le monde universitaire est très libre et très ouvert et très permissif. Donc évidemment, quand on a des États-nations adverses, on va dire ça comme ça, qui s'intéressent à nos talents et qui viennent recruter nos talents et pour essayer de prendre des raccourcis dans la recherche fondamentale, c'est très compliqué pour les démocraties occidentales, on va dire comme ça, de protéger cette fuite de cerveau ou cette captation d'informations. Thanks. Ray, anything to add? Yeah. A couple of quick points to add. I'm not intelligent enough to talk about policy and guidelines. However, I do want to make this point, which is we talk about quantum computing and the security, and even I've said this, that I've scared you, right? I'm talking about all the bad things, but life's not all that bad, right? Quantum computing isn't about breaking security. We also should look at the opportunities that it opens up. Both Andre and Jean-Luc, you talked about the education, the new challenges that come up, and the fact that we need new skills with maths and physics and computing all put together. That, if you step back and think about it, is a huge opportunity for our university students who are studying now.
and I spent some time with the Ohio State University, where I'm from, and they are doing some unbelievable things in quantum computing and application of that makes me want to be a student today. Of course, they won't admit me into their classes, but it is so exciting to see what the human ingenuity can do. That's ahead of us. So not all things about quantum are bad. There's going to be a lot of breakthroughs that are going to come, and some of those breakthroughs will help address the fundamental trust issue that you called out, Jean-Luc. Et je pense que des très belles carrières, si on a du monde dans l'audience qui cherche des avenues et des possibilités de carrière, sans parler pour ma paroisse qui est la cybersécurité, mais d'un point de vue mathématique, recherche fondamentale, clairement tout ce qui tourne autour de la cryptographie post-quantique, d'après moi, est promis à un grand avenir, si je peux faire une prédiction là-dessus. Thank you. I guess I'll jump to the last question because time is flying and we got like 10 minutes left, more or less. So in conclusion, with all that being said, how can CISOs prepare to what is coming because of quantum technology? So, I mean, really practically today, and we know it's coming and stuff like that. So you guys, any takeaways? Whoever wants to start. I'll start off, and I'll be crisp. There are a few things that we believe CISOs can do today. One is, again, as we have said, educate yourself. Make sure that you know what needs to be done. There is this misunderstanding that quantum safe can be solved only by quantum computers. It's exactly the opposite. You do not need quantum computer at all to make yourself quantum safe. All the work that you have to do today is on classical computing. The algorithms are available in classical computers. The changes you have to make are on classical computers. You could be completely ignorant of quantum computer and how it works, but you should still make yourself quantum safe. That's what post-quantum cryptography is all about, getting yourself ready. So being aware and educated about this is number one. The second is start thinking now. Start planning now. Understand what your landscape looks like, and then begin putting together a plan so that you can begin to execute when the standards are announced. And the third thing is, this is a problem that is bigger than what a CISO typically handles, because this is an enterprise-wide problem. And so you need to find the right stakeholders within your organization and have them nominate a champion. It can be you, but make sure that it is an enterprise-wide initiative that has a named champion and a budget behind it, right? That's the big question. Peut-être pour rajouter là-dessus, si on prend les responsabilités d'un CISO ou d'un chef de la sécurité de l'information, on voit que ça fait déjà partie de son quotidien, de faire un travail de vigie, de veille par rapport aux nouvelles de l'industrie, à quels sont les derniers types de vulnérabilités importantes. Dans les dernières 24 heures, il y a 2 vulnérabilités importantes qui sont sorties sur une librairie qui s'appelle OpenSSL, qui est centrale dans la cryptographie. Donc OpenSSL est absolument partout dans vos téléphones et dans toute la belle technologie qu'on utilise aujourd'hui. On a ces 2 vulnérabilités-là qui sont des vulnérabilités dans de la cryptographie non quantique, dans de la cryptographie traditionnelle de clés publiques asymétriques. Donc ces 2 vulnérabilités-là, par exemple, c'est déjà le travail du chef de la sécurité de s'informer de ces vulnérabilités, de comprendre quel est l'impact sur son organisation, d'aller appliquer des remédiations, des actes technologiques. Donc, comme le dit très bien Ray, le travail va se poursuivre et on n'a pas besoin de passer à une technologie quantique pour être protégé, disons. Et donc, ça va être le rôle de l'organisation de déterminer, de faire. On dit souvent, on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, dans un premier temps, on a des questions d'inventaire, des questions de faire l'état des lieux de quels sont les technos qu'on utilise actuellement, regarder si elles sont robustes vis-à-vis d'une réalité post-quantique, et ensuite mettre en place des plans d'action pour aller se mettre à niveau. Ça va vraiment consister à ça. Thank you, Raj. J'ajouterais peut-être une chose, n'étant pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est une façon de faire, y compris en politique. La première chose qu'il faut se poser quand on est un CISO, c'est qu'est-ce que j'ai de plus cher ou de plus précieux à prendre.
C'est-à-dire pas quels sont les moyens qui vont le permettre, mais d'abord, quelle est ma richesse et ma richesse différentielle par rapport à un tiers ou à un concurrent. Et puis la deuxième question, c'est la plus difficile, c'est à quoi n'ai-je pas pensé? Ou est-ce qu'à chaque fois remettre en cause, toujours faire sa propre rétro-ingénierie, dire, voilà, j'ai construit mon raisonnement ou l'entreprise a construit un raisonnement sur telle ou telle logique de sécurisation ou d'organisation, où est-ce qu'il peut y avoir à la base et au point de départ une faille. Et je pense que ces deux aspects, on peut se les poser dans tous les métiers, dans toutes les formes je dirais, d'action qui est soumise ou sujette à la transformation et à l'innovation, et ça marche à tous les coups. Thank you very much. Do you mind if I just kind of answer the question I haven't asked you guys? So we talk about, just to let you know, I think from a roadmap perspective to quantum safe networking and all that, there's a portion that we haven't spoken about it's not my passion, but that's what we're involved in, is the quantum communication aspect of the quantum world. So this is, for me, I guess, a low-hanging fruit because it's a way to evolve. There's the network and there's the data. So the quantum communication is already today kind of available to implement. So I'm just letting you guys know that this is something that is maybe a low-hanging fruit to get into the world of quantum safe. And because we had that question, but we couldn't ask it because of time. But I just want to make sure that you guys understand that the panel here is about quantum cryptography and quantum computing, but there's also quantum communication safe networks that are possible to do. So, and by the way, I'm not doing any advertisement and all that. We're not for-profit organization, but Numana is right now building a quantum open testbed, quantum communication testbed in Quebec. It's open for experimenting and all that. So that being said, very much a big thanks to all of you. Thanks for your time. André, merci. Jean-Loup, Ray, thanks a lot. Thank you. And I guess you guys are available for question off stage. And thanks to all of you for being here. Ça fait plaisir de prendre des questions. Thank you very much, guys. Thank you.